Bonjour à tous, bonjour à toutes. Eh bien, nous sommes bien dans l'émission du dimanche avec partie actualité. Nous allons commencer dans quelques restez donc à l'écoute et nous allons démarrer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre fidélité. Comme tous les dimanches, nous nous retrouvons pour des commentaires sur un fait d'actualité nationale, un fait d'actualité internationale et une partie de déconstruction. Ensuite, Thierry Joseph Frédéric nous donne des informations concernant notre pays. Tout cela, vous pouvez le suivre sur Facebook en direct et sur la radio 80.3, 93.6, 105.9 FM. Et puis la deuxième partie, en direct, partie interactive, qui pour le moment n'est pas sur Facebook, vous pouvez y participer en téléphonant au 03 14 03. Donc, aujourd'hui, je vous propose, comme fait d'actualité nationale, de commenter la fermeture temporaire de la salle de naissance et du bloc opératoire de l'hôpital de Trinité. En ce qui concerne la partie internationale, nous allons nous arrêter sur la visite de Mohamed Ben Salman en France. Et pour la déconstruction, nous allons commenter un document publié par le CNCP sur la question de l'idéologie et des luttes de lignes politiques. Donc, voilà pour le programme. Et je vais commencer tout de suite avec la situation à l'hôpital de Trinité, qui, une fois de plus, revient au devant de l'actualité, toujours par le fait que la direction annonce des fermetures temporaires de la salle de naissance et du bloc opératoire. Alors, c'est un communiqué du mercredi 14 juin qui annonce que les activités sont transférées et notamment l'accueil des urgences gynécologiques et obstétricales de Trinité, donc vers la MFME, la maison de la femme, de la mère et de l'enfant, et donc à Fort-de-France. Alors, ce communiqué annonce pour que dès le lendemain, donc dès le jeudi, les gens soient dirigés vers Fort-de-France. Évidemment, pas d'accouchement pour les gens qui étaient suivis, prêts à accoucher de la maternité de Trinité. Et puis, les motifs qui sont évoqués dans ce communiqué, c'est le fait qu'il y aura des travaux qui seront entamés dans ces services-là. Et un autre argument, un autre motif annoncé, c'est le fait qu'il n'y aurait pas un anesthésiste disponible pour le bloc opératoire. Alors, j'ai tenu à parler de cela parce que c'est récurrent, mais pour vraiment confirmer qu'il y a une politique irresponsable et qui est menée dans le secteur de la santé en Martinique et qu'il ne s'agit pas là de l'incompétence de quelques directeurs ou de nécessité de s'adapter à quelques difficultés. Il s'agit d'une politique qui vise à saboter les services publics de santé et qui cherche des moyens, qui cherche des prétextes pour petit à petit démanteler le système. Alors, nous avons eu l'occasion de parler
la crise sanitaire lors de la pandémie de Covid-19 et qui avait servi de prétexte à une volonté de saccager les services publics. La première et la plus grave et offensive consistant à exiger que les personnels de santé qui sont formés pour ne pas propager des maladies, qui n'ont commis aucune faute professionnelle, soient suspendus illégalement au mépris du droit du Code du travail, hein, au prétexte qu'ils ne se pliaient pas à l'injonction de recevoir un produit expérimental. C'était une volonté de démanteler le service public. Et on faisait venir à grands prix, à grands frais, des intérimaires, des gens de France, hein, d'une part, entre parenthèses, accélérant le phénomène de génocide par substitution, mais permettant qu'il n'y ait pas de contestation des employés, des personnels de santé suffisamment puissante. Ils ne sont pas arrivés puisque la lutte a été généralisée, il y a eu le village de la résistance, etc. Donc il y a eu cette première attaque-là qui est d'attaquer le personnel. Deuxièmement, il y a la concentration des hôpitaux, et la suppression des petites unités, comme cela se fait au niveau français, puisqu'il s'agit d'une politique ultralibérale qui veut saccager les services publics au bénéfice des cliniques privées et du monde capitaliste. Donc, il y a eu cette première offensive. Il y a une deuxième offensive, au-delà de cette affaire-là, qui a été de bloquer des installations. Alors, on peut prendre un certain nombre de manœuvres qui montrent que l'ARS, l'Agence régionale de la santé, est complice de cette affaire-là, notamment quand il s'agissait de développer des politiques à l'extérieur de dépistage. Mais ils ont tiré le frein à levier et ce sont les organisations qui se sont battues pour arriver à obtenir le dépistage gratuit et systématique de la chlordécone. Et malgré ça, il y a eu des entraves qui sont faites, notamment le refus pendant 2 ans d'aller dépister les gens sur les lieux de travail. Mais finalement, la lutte des associations a permis que cet objectif-là soit atteint. Mais en même temps, on voit que le CHU de Martinique reçoit un appareil sophistiqué permettant de faire les dépistages sur place. Près d'1 an que cet appareil est là et n'est pas utilisé. Avec comme prétexte qu'on ne trouve pas un directeur biologiste, un docteur en biologie qui puisse valider les résultats. C'est absolument impensable que l'État français ne puisse pas, en l'espace d'une semaine ou de 15 jours, trouver un biologiste pour commencer un service de dépistage pour une population dans l'unanimité empoisonnée par des pesticides. Ne serait-ce que par des partenariats avec des pays qui ont des radiologistes, des biologistes, disponibles et prêts à coopérer. C'est une volonté que cet appareil-là reste bloqué et que les tests continuent à partir en France avec toutes les difficultés que l'on sait. Voilà un autre exemple. Nous avons un autre exemple encore plus récent, c'est celui du traitement des gens qui sont empoisonnés par les pesticides. Les organisations, les associations, encore une fois, se sont mobilisées pour obtenir un centre dédié à l'hôpital de la Ménard, de façon à ce que les personnes dépistées viennent et qu'on fasse les examens, qu'on puisse les suivre, hein, qu'on puisse les conseiller dans tous les domaines. Eh bien, il y a des lenteurs administratives, et on peut penser qu'elles sont voulues, hein, pour que cette unité-là ne fonctionne pas. D'abord, pas de publicité massive pour dire allez-y, allez-y, allez-y. Deuxièmement, la
publicité n'étant pas faite, les gens, certains services, certains médecins ou certaines officines qui reçoivent le résultat des personnes intoxiquées, les orientent vers des nutritionnistes et ne les orientent pas vers le centre dédié où on pourra suivre globalement les malades. Donc, aller voir un nutritionniste, c'est une façon de ne pas soigner les gens, de les maintenir dans l'ignorance des conséquences de ces pesticides-là sur leur corps. Et c'est une façon aussi de paralyser l'unité pour dire que bon, ça ne fonctionne pas, donc ce n'est pas la peine. Donc, à travers tous ces exemples-là, on voit qu'il y a une volonté manifeste de bloquer l'accès des Martiniquais à des soins globalement pour toutes les maladies, pour toutes les pathologies, mais particulièrement à l'accès aux soins pour l'empoisonnement qui a été fait par les pesticides, de façon à cacher la responsabilité de l'État et des grands promoteurs et surtout à faire des économies budgétaires à ne pas assumer financièrement. Donc, cet exemple de Trinité nous montre que il y a nécessité de se mobiliser pour défendre les services publics, pour combattre la propagande ou les manœuvres dilatoires faites par l'État français concernant le secteur de la santé. Voilà ce que je voulais faire comme commentaire concernant la fermeture, la suspension des services de l'hôpital de Trinité. Alors, on va passer à la question internationale et je m'arrête sur la visite de Mohamed Ben Salman. Alors, c'est le prince héritier multimilliardaire qui dirige l'Arabie Saoudite. Ce monsieur est en visite en France depuis le 14, il me semble, depuis le 14 juillet. Bon, oui, le 14 juin, je crois. Le 14 juin 2023, il est là pour une dizaine de jours, évidemment, avec réception de luxe, tous les honneurs. Et qui est ce monsieur? Pourquoi est-il là? Est-il juste que l'État français reçoive ce monsieur-là avec les honneurs? Alors, il faut dire que c'est la deuxième fois en près d'un an. Il y a quelques mois, il était déjà venu. On va parler des raisons de cette venue. Mais évidemment, quand on sait que c'est un roi féodal, une monarchie féodale dictatoriale, criminelle, on est obligé de dire qu'il y a deux poids de mesure de la diplomatie française. Ce monsieur-là, il est à la tête d'un pays où les femmes sont méprisées, et discriminées, et subissent toutes les atrocités. Imaginez que ce qu'on dit des talibans et qui nous révoltent, eh bien, la situation n'est pas différente pour les femmes. Alors, évidemment, c'est plus soft. Simplement, la personne ne peut pas conduire si elle n'a pas un homme à ses côtés, elle ne peut pas sortir. Et puis, les médias, pour masquer ce caractère-là, chaque fois qu'il y a une petite mesurette qui est faite, on dit, ah, l'Arabie Saoudite, on a fait un progrès, les choses petit à petit se transforment. Oui, et on a... Mais évidemment, les questions de fond ne sont pas traitées. La domination de la femme est vraiment manifeste dans ce pays. Plus grave, dans ce pays, on décapite des gens, c'est-à-dire il y aura coupé tête tué ensemble sur la place publique. C'est un régime barbare. Des gens sont décapités en public dans ce pays-là. Puis on nous reçoit le monsieur. Savez-vous qu'il y a 7 personnes, eh bien 7 personnes qui menacent d'être décapitées, donc qui menacent d'être décapitées dans les jours ou semaines qui viennent, des personnes qui avaient été arrêtées alors qu'elles étaient mineures et accusées de des procès truqués de menacer la monarchie d'Arabie Saoudite.
ces gens-là, parmi ces jeunes-là, il y a un garçon qui avait 12 ans à l'époque quand il a été arrêté. On va les décapiter. Monsieur, comment il s'appelle? Salman, Ben Salman vient en France, il est reçu à l'Élysée, etc. Ce même monsieur a fait, dans un consulat en Turquie, arrêté un journaliste saoudien qui vivait aux États-Unis et qui était venu remplir des documents pour son mariage. Il a été kidnappé, le journaliste, tué, découpé en morceaux. C'est établi que c'est le roi qui était au courant qui a donné la directive, le prince héritier qui a donné. Les services secrets américains en ont attesté. Le monsieur vient en France, les médias ne réveillent pas toutes ces choses-là. Bien sûr, on a signalé que des organisations Amnesty internationales, des organisations des droits de l'homme ont protesté, mais ce n'est pas suffisant. Quand on parle que Maduro doit venir en France, vous voyez la tempête que ça fait. Imaginez que Poutine dise qu'il vienne en visite en France. Vous imaginez ce qu'on aurait dit? C'est là qu'on parle de deux poids, deux mesures. Mais ce criminel-là vient et puis il est reçu. C'est la deuxième fois. Alors la première fois, c'était pourquoi? C'était pour discuter avec M. Macron des conséquences des difficultés économiques liées à la guerre en Ukraine. Alors, il faut trouver des solutions pour la... Alors, vous pensez bien, la France et l'ensemble de l'Europe prennent des sanctions contre la Russie sous prétexte de la guerre en Ukraine, sanctions économiques. Notamment, on n'importe pas le pétrole, etc. Et parce que c'est un dictateur et qu'il faut lui faire entendre les sons. Et puis on invite le monsieur dont je vous ai parlé à dire, bon, quelle solution on va faire pour qu'on puisse avoir du pétrole et économiquement, etc. C'est vraiment inimaginable. Entre Poutine et Ben Salman, quel est le plus criminel, quel est le plus chose? Est-ce qu'il y a une différence? Pourquoi un traitement de faveur pour Ben Salman? Ça, c'était donc pour la première visite que le criminel, le dictateur avait faite en France. Mais pour celle-ci, quel est le motif? Mais on va parler, oui, de la guerre en Ukraine, on va parler des développements des accords économiques communs, on va parler du Liban, on va parler. Et puis, Macron et Ben Salman prennent un communiqué commun pour dire au Liban, messieurs les Libanais, il faut mettre fin à la crise politique. Hein? Il faut... Comment expliquer que Macron s'adjoigne à un autre dictateur pour pouvoir dire au peuple libanais ce qu'il doit faire, au-delà des questions de suprématisme de la France, etc. Mais ça montre comment la perception que les impérialistes et leurs alliés ont des rapports, des relations internationales. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est pourquoi Macron se moque des droits humains, des crimes qui sont faits en Arabie Saoudite et qu'il reçoit Ben Salman avec tout ça. Alors, bien entendu, il y a le premier point qu'on a évoqué concernant l'énergie, les crises énergétiques. Bon, donne-nous un petit peu de pétrole en plus. C'est vrai que tu as d'autres clients, mais on va fermer les yeux sur ta dictature, on va t'aider à soutenir, tu pourras continuer à aider l'Ukraine, donc à envoyer des armes et de l'argent pour l'Ukraine, donc tu es dans notre camp. Donc, ça c'est la première raison. Mais la deuxième raison, c'est que la France, l'Europe en général, les Occidentaux, ont constaté que l'Arabie Saoudite, les pays arabes n'obéissent plus à leurs injonctions en matière de diplomatie. Et voilà que l'Arabie Saoudite
se réconcilie avec l'Iran. L'Iran qui est adversaire des Occidentaux. Ils rétablissent des relations diplomatiques. Donc, la France ne pourra pas, les Occidentaux ne pourront plus s'appuyer sur l'Arabie Saoudite pour la guerre qu'ils prévoient contre l'Iran. Donc, il faut caresser dans le sens du poil la bête de l'Arabie Saoudite pour dire, bon, écoute, tu es des nôtres, il ne faut pas te réconcilier avec l'Iran. Mais évidemment, il y a le mépris suprémaciste des Occidentaux qui les empêche de voir que dans le monde, les gouvernements, qu'ils soient alliés ou ennemis, ne sont pas des imbéciles. Ils analysent les rapports de force et ils ont bien vu qu'ils n'ont pas intérêt à continuer à servir de marchepied aux Occidentaux, qu'ils doivent mener leur propre politique pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Mais c'est la réalité et ça confirme le fait que l'hégémonie occidentale est en train de s'effriter. Et le point le plus important, c'est que dans ce combat international pour l'hégémonie, que l'Occident est en train de perdre, le front économique est déterminant. Or, il se passe, maintenant tout le monde en parle, que les BRICS, l'organisation qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, South Africa, ont commencé à constituer un pôle économique incontournable. Les impérialistes occidentaux ne pourront pas s'opposer à cette dynamique-là, puisque ce groupe-là qui crée sa banque s'émancipe du dollar. Ce sont les monnaies de ces pays-là qui vont servir à la majorité du commerce international. Pensez que l'Inde, c'est le premier pays, il vient de dépasser la Chine en matière de population, 1,6 milliard. La Chine derrière un peu moins, hein, ça fait déjà le tiers de la population mondiale. L'Afrique du Sud avec ses richesses et sa position stratégique, le Brésil. Vous imaginez que ces pays-là, aujourd'hui, ont un bloc économique adversaire du bloc impérialiste occidental et de son dollar. Ils sont obligés, les Occidentaux sont obligés de perdre ce combat-là. Et le mouvement s'amplifie puisqu'il y a des pays qui demandent à adhérer. Il y a une réunion prochaine des BRICS pour étudier la demande officielle de l'Algérie, de l'Argentine et de l'Iran qui veulent adhérer aux BRICS. La demande est déjà en marche. Et puis il y a d'autres pays qui demandent à adhérer, l'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite, dont nous venons parler, l'Arabie Saoudite. Les trois demandent à adhérer aux BRICS. Vous voyez que le jeu est fait. Alors, ça va prendre 10 ans, 20 ans, on ne sait pas, mais inéluctablement, l'impérialisme occidental va couler et c'est ça qui va entraîner la guerre et qui justifie qu'il la prépare au niveau international. Donc, tout ça explique pourquoi Macron invite un dictateur sanglant, criminel, à sa table, et puis qu'ils viennent donner des leçons sur la démocratie à Cuba, au Venezuela et en Russie, c'est-à-dire tous les pays qui risquent de mettre fin à leur hégémonie. Voilà donc pour les formations internationales, je vais passer directement non, oui, on fait une petite pause musicale. Alors, nous allons parler idéologie, politique, lutte politique, parce que c'est un lieu d'affrontement entre les forces politiques qui s'opposent. J'ai parlé du bloc impérialiste et du bloc des adversaires qui sont en lutte pour l'hégémonie, pour une transformation internationale définitive. Mais beaucoup de gens n'ont pas conscience des enjeux, ne voient pas qui est l'ennemi principal, qui est
un allié potentiel, quel est l'intérêt des peuples, parce que les puissances occidentales sont arrivées à faire une intoxication généralisée sur les questions d'idéologie et de lutte politique. Alors, c'est après la chute du mur de Berlin, la défaite du camp socialiste, le camp occidental de 82-90 s'est trouvé en position de domination unipolaire. Et à partir de ça, ils ont mis une campagne de propagande dans tous les aspects culturels, politiques, économiques, une campagne de propagande totale pour, sur des bases totalitaires, je dis bien, pour imposer leur propre idéologie. Alors, ils ne disent pas c'est notre idéologie bourgeoise, capitaliste. Non, ils ne disent pas, ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas, mais c'est leur idéologie qu'ils imposent. Et comment ils vont imposer cette idéologie pour qu'elle soit la seule qui domine le monde? C'est en disant que le temps des idéologies est fini. Il n'y a plus d'idéologie, c'est fini. Alors, qu'est-ce qui était l'idéologie dans nos propos? Ben, c'était le communisme, c'était le socialisme. C'est les gens qui dénonçaient le capitalisme. Alors, ils sont arrivés à mettre dans la tête des gens que le mot idéologie recouvre uniquement les idées opposées, les idées progressistes, les idées socialistes, qui dénonçaient le capitalisme. Donc, dans la majorité écrasante de l'opinion, les gens disent, bon, les idéologies, c'est fini. Mais les idéologies qui sont finies, c'est celles qui s'opposaient à l'idéologie bourgeoise occidentale. Et puis, alors, si les idéologies sont finies, ce n'est pas la peine de faire de la politique au sens profond, au sens noble du terme. Alors, la politique, à savoir la discussion sur la façon d'organiser la société, la façon de gérer les questions fondamentales, ça, on n'en parle plus, puisqu'ils sont arrivés à mettre dans l'esprit des gens que la politique, c'est les élections bourgeoises. Dans l'esprit de la majorité des gens, ce qu'ils appellent politique, c'est la participation à la vie électorale et rien d'autre. Et donc, une fois que ces idées-là, leur idéologie a été implantée majoritairement dans les esprits, ils pouvaient orienter les comportements des gens à leur gré. Par exemple, comme on n'appelle politique que les élections. Or, ils contrôlent les élections par leur argent, par leurs médias. Et ils arrivent à faire en sorte que, à part quelques exceptions courageuses qui se sacrifient, la majorité des gens qui arrivent au pouvoir à travers les élections, au Sénat, au Parlement, sont des gens qui sont pétris d'idéologie bourgeoise, qui représentent les classes dominantes. Et en même temps, comme leur institution, leur loi, fait en sorte que même ceux qui arrivent avec de bonnes idées, de bonnes intentions, représentant les masses, à être élus, ces gens-là ne peuvent rien faire puisqu'ils ont des mécanismes comme 49.3, article 40, etc., dès qu'une chose les jette, d'empêcher le vote. Résultat, c'est que les gens, c'est eux qui organisent la manœuvre. Le résultat, c'est que les gens de tous les pays dits démocratiques, ils disent qu'il n'y a pas d'idéologie. Donc, ils vont se détourner de la formation idéologique qui leur permettrait de comprendre la société. Et puis, je fais pas de politique, puisque la politique ne sert à rien. On n'arrive pas à changer les choses par les élections. Et la plupart de ces gens-là, c'est des corrompus qui volent de l'argent, qui vont dans les paradis fiscaux, etc., qui sont des scélérats. Donc, je ne fais pas politique. Donc, on peut dire que les classes dominantes, l'impérialisme américain, européen, avec le pouvoir totalitaire qu'ils ont eu après la défaite du camp socialiste et la chute du mur de Berlin, sont parvenus à manœuvrer, à inculquer des idées, à désinformer les consciences, les informations qui font qu'aujourd'hui, ils ont réussi. Vous allez dire,
quelqu'un, il faut que nous faisons la révolution. Moi, je ne veux pas d'idéologie. Il faut qu'on rentre dans un parti pour défendre la classe ouvrière. Non, non, on va pas politique. Sauf que le peuple, la base, les gens qui sont dans le peuple ont été corrompus par ces idées fausses-là, mais eux continuent à faire de la politique comme ils continuent à défendre leur idéologie. Ça veut dire que la droite a ses partis, en fait, toutes les classes dominantes ont leur parti avec de l'argent à quoi faire et des moyens médiatiques pour répondre. Mais les classes dominantes n'ont plus leur parti qui défendent leurs propres intérêts, puisqu'ils sont devenus méfiants de tout ce qu'on appelle politique et qu'ils disent qu'il n'y a plus d'idéologie. Donc, c'est ce point-là, je pense qu'il nous faut arriver à mener un travail de déconstruction pour pouvoir reconquérir nos moyens de lutte. Alors, pour évacuer toute ambiguïté, je veux rappeler quand même des définitions. Parce que nous avons d'idéologie, c'est idéologie politique. Je veux vous rappeler quelques définitions. D'abord, le mot idéologie. Nous nous contentons de la définition du dictionnaire Larousse. Mais vous pouvez chercher les autres, vous verrez que c'est ça. L'idéologie, c'est un système d'idées générales constituant un corps de doctrine philosophique et politique à la base d'un comportement individuel et collectif. Ou encore une autre définition complémentaire, l'idéologie, c'est un ensemble de représentations, c'est-à-dire les idées qu'on a, dans lesquelles les hommes vivent leur rapport à leurs conditions d'existence, culture, le mode de vie, les croyances. Et puis, la ligne politique, une ligne politique, on va prendre la définition du dictionnaire Robert, c'est une orientation qui définit l'action d'un groupe, les éléments essentiels d'une doctrine ou d'une politique. Voilà les définitions. Alors, quand nous avons entendu la définition, supposons qu'avant nous ne connaissions pas, que nous manipulons. Quand on a entendu la définition d'une idéologie, on doit se poser la question. Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait plus d'idéologie, que l'air n'est plus aux idéologies, qu'il ne faut pas parler d'idéologie? Ça veut dire qu'il ne faut plus avoir de conception, de façon d'analyser la réalité. Ça va toujours exister. Il est impossible que les idéologies disparaissent, qu'on vive un monde sans idéologie. Et les différentes idéologies représentent des groupes humains, des intérêts de classe. Et forcément, on est appelé à choisir l'une ou l'autre. Soit je défends l'idéologie de la bourgeoisie capitaliste, soit je défends l'idéologie du prolétariat, soit je défends une idéologie purement religieuse qui peut servir les deux. Mais une fois pour toutes, celui qui continue à dire que l'air n'est plus aux idéologies, connaissant la définition, ben manifestement, il a de mauvaises intentions. Alors, il y a des gens qui disent, il n'y a pas de lutte politique, il ne faut pas faire de politique dans les organisations. Alors, quand on a dit que c'est qu'une ligne politique, hein, c'est une orientation qui définit l'action. C'est ça une ligne politique. Est-ce qu'on peut imaginer une organisation qui puisse exister sans qu'il y ait une orientation qui définisse ses actions? Il y a différentes orientations. Une orientation peut dire, bon, notre organisation, elle est faite pour travailler, pour servir l'économie capitaliste. Il faut faire de l'argent. Une association pour dire, bon, il faut développer l'entrepreneuriat. C'est une ligne politique. Une autre peut dire, on va faire une association pour développer la solidarité entre les gens, le partage. C'est une autre ligne politique. Il ne peut pas exister aucune organisation de la société qui ne soit orientée par la ligne politique insufflée par la tendance majoritaire. Mais il n'existe pas non plus d'organisation où il y a une seule orientation politique, puisque les gens sont divers, ils viennent dans l'association avec leurs idées,
Alors, il y en a qui font différentes propositions d'après leur orientation, d'après leur ligne politique. Maintenant, il y a des gens qui cachent ça, il ne faut pas dire ça. Justement, pour que ceux qui ont de mauvaises intentions, qui veulent suivre l'orientation, la ligne politique de la bourgeoisie des classes dominantes. Il ne faut pas que les gens sachent que c'est ça. Donc, ils vont dire, bon, on ne fait pas de politique, mais ils font de la politique sournoisement. Et ils disent ça pour empêcher que d'autres orientations politiques s'expriment et montrent leurs limites. Les gens qui disent, il ne faut pas faire de politique dans les organisations de masse, eh bien, ils ne cherchent qu'à défendre leur orientation politique sans le dire et empêcher les autres de s'exprimer pour que les gens choisissent dans leur intérêt sur la base de connaissances et d'échanges d'arguments. Quand on a une centrale syndicale, on dit qu'il ne faut pas faire de politique dans les syndicats. Et puis si les dirigeants disent il ne faut pas parler de politique, et puis ils développent une orientation qui est bon, il faut demander uniquement à défendre nos intérêts de groupes corporatistes. Ils défendent une ligne politique corporatiste. Dans ce même syndicat, il peut y avoir des gens qui disent non, il nous faut faire une grève générale pour pour mettre en cause le système capitaliste, pour défendre les services publics contre la privatisation. Mais ils ont une orientation politique différente d'une orientation politique de classe. Et ça existe dans tous les syndicats. Puis il y en a qui sont majoritaires et d'autres pas. Donc, il faut que chaque travailleur, chaque Martiniquais, employé, chaque personne de la société qui est, quelle que soit l'organisation de masse qui est l'occasion de militer, accepte l'idée que bon, si je vais dans tel sens, c'est un sens politique qui c'est un tel intérêt. Si je vais dans je suis telle orientation, c'est tel autre intérêt. Je vais dans le sens de l'union du peuple, c'est une orientation politique. Et tous ceux qui essaient de cacher cette réalité-là, c'est soit qu'ils manquent de réflexion, d'information, ou bien alors, plus grave, ils sont naïfs ou opportunistes. Alors, je vais vous montrer à travers ces idées globales-là, on a parlé de l'idéologie politique, que la lutte se fait à travers le vocabulaire au niveau de la politique et de l'idéologie. Par exemple, jusqu'il y a une trentaine d'années, dès qu'on parlait de lutte sociale, on parlait de mouvement populaire. Vous voyez, on parlait de mouvement populaire. Aujourd'hui, le mot disparaît. Lutte populaire, mouvement populaire disparaît. Et puis on parle de lutte citoyenne. Parce que le mot citoyen, c'est un mot venu de la démocratie bourgeoise française qui divise les gens. Un citoyen plus un citoyen égale, etc. Et on a des citoyens qui se réunissent et on leur dit, bon, c'est sur la base de votre comportement individuel que vous devez lutter. Et vous ne devez pas vous laisser récupérer par des organisations politiques ou des militants politiques, etc. Donc, c'est une collection d'individus qui chassent les explications politiques et puis qui luttent sur une cause unique et corporatiste. Vous voyez, on passe le mouvement populaire qui englobe tout le monde, qui est lié à des orientations politiques, et puis on évacue ça pour parler de démocratie, de dynamique citoyenne. Mais c'est dans tous les domaines que ça se passe. Par exemple, les luttes syndicales. On ne parle plus de licenciement. Les journalistes parlent de plans sociaux. Il y a un plan social à EDF. Il y aura 3000 suspensions de postes, réaffectation. Lutte contre les licenciements, c'est différent de acceptation ou non de plan social. Si vous n'avez pas accepté le plan social proposé par l'État ou les chefs d'entreprise, c'est vous qui êtes responsable sur le plan du travail. Ce n'est pas la lutte contre les licenciements. Donc, chaque fois qu'il y a une grève,
tous les journalistes, sans exception, relèvent la prise en otage des usagers. Donc, tout ça, on travaille l'esprit, c'est un lavage de cerveau permanent qui est mené par des journalistes, des économistes, le personnel politique qui tous sont missionnés par les classes dominantes et le gouvernement. Donc, les idéologies et les lignes politiques, comment dirais-je, assumer, c'est le seul moyen pour les peuples, pour les ouvriers, pour les paysans, pour les jeunes, de comprendre la société et de définir des actions défendant réellement leur intérêt. Si je n'ai pas une idéologie qui me permet d'analyser la réalité, je rappelle la définition, un corpus d'idées qui permet d'analyser. Si je n'ai pas une idéologie pour analyser l'ensemble de la société, savoir pourquoi telle décision est prise, pourquoi on suspend des services à l'hôpital, etc., je vais me battre comme une fourmi folle, mais sans jamais de succès. Et l'État et les grands propriétaires, les classes dominantes, vont continuer à faire ce qu'ils font. Si je n'ai pas une formation politique qui me permette de comprendre que les organisations de masse sont des lieux de lutte idéologique et de lutte politique. Pas une organisation de masse et pas un combat politique entre des gens qui défendent le système et des gens qui s'opposent au système. Et il faut que je connaisse les deux, que j'entende l'argumentation des deux, que je me sois formé politiquement pour voir ce qui est mon intérêt. Et pour connaître la réalité, vous n'avez qu'à chercher dans toutes les organisations de masse qu'on dit apolitiques, que ce soit culturel, que ce soit randonnée, que ce soit d'amitié, toutes les organisations. Faites un recensement de toutes les organisations apolitiques en Martinique et puis dites une seule que des gens n'ont pas utilisé pour se présenter, pour préparer aux élections. Le président de club sportif, il dit comment ils sont bien tout le monde. Et ils ont la politique ici, etc. Et puis quand ils ont le bon réseau d'amitié dans toute la commune, puisqu'ils sont dirigeants d'organisations culturelles ou sportives, ils organisent des randonnées, etc. Donc, ils font ça pendant 5-6 ans, donc, bien connus, camarades de nous, etc. Les élections arrivent, ils sont candidats. Ils vont pour dire que c'est au dehors de l'association qu'ils se présentent comme candidats, mais ils ont déjà sous le réseau. Ils se sont déjà fait connaître, ils ont déjà fait des actions associatives et caritatives avec l'argent de l'association, ce que d'autres candidats n'ont pas pu faire, parce qu'ils disent, pas entrer à donc à venir faire politique. Et puis ils sont candidats. Donc ça veut dire que c'est un tremplin. Et quand vous voyez au niveau international, je prends souvent l'exemple de SOS Racisme. Touche pas mon pote, etc. Parfait politique, pièce. Et puis les médias promotionnent Harlem Désir, Harlem Désir, Harlem Désir. Après un bon temps, Harlem Désir, quand je suis au Parti Socialiste, il est candidat, actuellement, il est député européen. C'est un marchepied. Il ne faut pas qu'on soit prisonnier de cette manipulation politicienne et comprendre qu'en définitive, l'important, c'est que nous acceptions de faire des débats qui sont de nature politique. Je ne dis pas politicienne. Je ne dis pas qu'on vient dans une association pour dire candidat moins, association moins, c'est plus. On vient pour discuter de politique, à savoir que si nous développons tel type d'action avec les jeunes, est-ce que oui ou non, ça fera la société avancer? Si nous appelons à le RAID et le GIGN à venir dans notre pays, est-ce que c'est le meilleur moyen pour empêcher que des gens se tuent? Ou bien est-ce qu'au contraire, il faut lutter contre ces forces de l'ordre qui sont répressives, généralement contre la classe ouvrière, mais qu'il faut se battre politiquement pour obtenir des subventions conséquentes pour les organisations qui aident les jeunes à se former, à avoir des activités saines
est-ce que nous n'avons pas à dire que ce gouvernement-là réduit les subventions des municipalités qui ne peuvent plus nous aider? Est-ce que nous n'avons pas à nous battre, toutes les organisations culturelles sportives, pour exiger que les bénévoles soient soutenus financièrement pour faire ce travail que l'État ne fait pas? Tout ça, c'est des débats politiques. Pour nous discuter de ça dans toute organisation de masse. Donc, l'idée, c'est de comprendre que les idéologies ne peuvent pas exister, qu'elles s'opposent dans des organisations de masse. Il nous faut les détecter, les discuter pour choisir celle qui est dans notre intérêt. Les luttes politiques existent dans toutes les organisations de masse. Il faut les démasquer derrière les belles intentions, les mots, et puis discuter sainement. Les militants politiques travaillent dans toutes les organisations de masse sans exception, que ce soit syndicat, que ce soit caritatif. Maintenant, il y en a qui le font à visage découvert, en toute transparence, en toute sérénité. Ils disent, moi, je suis de telle organisation, je viens vous aider, pas de problème. Et puis, certains qui disent, non, on va faire politique, etc., mais qui sont des militants de la classe ennemie et qui préparent leurs élections. La transparence, la sincérité, c'est d'accepter que des militants politiques participent aux organisations de masse à visage découvert, développent leur position. Et comme les gens ne sont pas des imbéciles, si tout le monde parle franchement, ils sauront voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je prends des exemples concrets. La grève des ouvriers agricoles de janvier-février 1974, qui nous a permis de nous confronter à l'État français et qui a permis aux ouvriers agricoles de gagner leur dignité, des améliorations de conditions de vie, n'aurait jamais été possible s'il n'y avait pas des militants politiques venus ouvertement dire, en nous menant en combat, nous connaissons des autres à organiser résistance d'autres, syndicats d'autres, etc. C'est la transparence, c'est la franchise, c'est la réalité des intérêts des classes opprimées. Donc, cet exemple est là. Bon. Et donc, vous allez voir dans les syndicats, donc tous les syndicats qui ont permis aux Martiniquais, aux Martiniquaises de faire des conquêtes sociales, il y a eu des militants politiques. Au début, c'était des communistes par l'intermédiaire de la CGT de l'époque qui ont lutté pour avoir la sécurité sociale. Ces métiers, il est à pâté les balles et Martinique, ça. S'il n'y avait pas des militants communistes qui allaient dans les campagnes organiser des syndicats pour pouvoir défendre des revendications et arriver à améliorer, côté de nous écailler. Alors, quand on revient sur la connaissance de notre histoire, sur l'histoire des luttes ouvrières de par le monde, de Front populaire, 36, etc., on arrive à la conclusion que l'ennemi est arrivé à nous détourner de notre idéologie, de la nécessité de nous former politiquement de façon la plus performante possible pour pouvoir défendre le droit, combattre les exploiteurs, combattre les colonialistes et arriver à la souveraineté dans notre pays. Voilà donc les éléments que je voulais développer concernant idéologie et lutte politique. Je vous remercie de votre attention. À dimanche prochain.